Fin 1944 et début 1945, le message d'Adolphe était très clair. Tous les prisonniers devaient être exécutés en cas de défaite de l'Allemagne. Donc, on se trouve dans une situation désespérée. Et les gouvernements danois et norvégiens en exil font appel à la Suède pour leur venir en aide. Le neveu du roi de Suède, Folke Bernadotte, est chargé de tenter de les libérer avant que l'Allemagne ne perde la guerre, et ce, par tous les moyens. Voilà donc le convoi de bus, peint en blanc, qui s'engage sous les bombes en territoire ennemi. Après une nouvelle rencontre avec Himmler, Bernadotte obtient enfin la libération des prisonniers scandinaves. Les bus blancs quittent l'Allemagne pour Malmö. Mais l'opération ne s'arrête pas là. En mars et en avril 1945, quelques semaines avant la capitulation allemande, Folke Bernadotte profite de la déroute des nazis pour négocier un nouveau sauvetage, sans préférence nationale cette fois-ci. C'est dans le camp de Ravensbrück que les Suédois trouvent le plus de rescapés. 4000 Juifs sont sauvés de l'enfer nazi par les bus blancs. There, they could save many more people. Lors de cette deuxième opération, ils ont pu sauver beaucoup d'autres personnes. Au total, ils ont sauvé 15 500 individus, issus de 28 nationalités différentes. Le comte Bernadotte, médiateur suédois désigné par les Nations Unies. Le 11 juin, il est optimiste. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Il va très vite changer d'avis. En parcourant le pays, il découvre les villages arabes détruits et l'ampleur de l'exode palestinien. Les rapports qu'il adresse à l'ONU inquiètent beaucoup les Israéliens. Pour eux, cet homme est dangereux. Le jeune Yitzhak Shamir, commandant du groupe Stern, donne l'ordre de l'assassiner. Et ses rapports le suivent dans sa tombe. Yehoshua Cohen quand le garde du corps de Ben Gurion était en même temps l'assassin de Folke Bernadotte. Alors Yehoshua Cohen est né à Petah Tikva en 1922, son père est un fermier, il va grandir à Kfar Saba. À l'âge de 16 ans, il rejoint le Lehi et devient rapidement un combattant de premier plan au sein de l'organisation. À tel point que rapidement, une somme de $3000, somme énorme à l'époque, est offerte à quiconque donnera Cohen aux autorités britanniques. Mais Cohen va réussir à se cacher et à continuer de préparer des opérations. C'est ainsi qu'en septembre 1942, il va aider le chef du Lehi de l'époque, Yitzhak Shamir, à s'échapper d'une prison britannique. Il va faire passer clandestinement 2 uniformes de l'armée polonaise à Shamir et un autre prisonnier, Eliaou Giladi. Les deux vont enfiler les habits et ensuite ramper sous les barbelés qui entourent la prison. Le rôle de Cohen dans l'évasion va lui valoir le titre du combattant le plus apprécié du Lehi. Après cette action, Cohen va devenir un des chefs du Lehi. Il va lui-même former les membres tactiques de la guérilla à la création de bombes et mines antipersonnelles. Le Lehi décide alors à cette époque d'attaquer les hauts gradés britanniques. Ils vont ainsi en 1944 assassiner Lord Moyne, le ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient. C'est Yitzhak Shamir qui va planifier l'attaque et Cohen, lui, qui sera en charge de préparer Eliaou Bet Tzori et Eliaou Hakim qui vont, eux, réaliser cette attaque. Après l'assassinat, Cohen va devenir une véritable légende au sein du Lehi et une récompense est à nouveau offerte pour sa capture. Après de multiples histoires, Cohen sera arrêté par les Anglais et déporté en prison en Afrique. Et le 6 juillet 1948, après la création de l'État d'Israël, les Britanniques libèrent enfin Cohen. Quand il revient en Eretz Israël, on parle ici de l'État d'Israël et nous sommes en pleine guerre d'indépendance. À cette époque, le médiateur des Nations Unies, Folke Bernadotte, préconise un plan en vertu duquel des révisions majeures des possessions territoriales vont être effectuées conformément au plan de partage des Nations Unies pour la Palestine de novembre 1947, notamment en plaçant Jérusalem sous le contrôle de l'ONU. De nombreux Israéliens s'opposent à ces propositions et les dirigeants du Lehi décident que l'assassinat de Bernadotte serait le moyen le plus efficace d'empêcher leur mise en œuvre. Le Lehi considère Bernadotte comme une marionnette britannique et arabe et donc une menace sérieuse pour l'État émergent d'Israël. Ils craignent aussi que le gouvernement israélien provisoire n'accepte son plan, qu'ils considèrent bien entendu comme désastreux. C'est à ce moment-là que Yehoshua
Yehoshua Zeitler prépare un plan pour l'assassiner et que la direction du Lehi approuve cet assassinat. Cohen va être choisi pour mener l'attaque contre Bernadotte et il va choisir lui aussi 2 autres membres de longue date, Yitzhak Ben Moshe et Avraham Steinberg, pour le rejoindre. Il va commencer à entraîner son équipe à Jérusalem, s'entraînant avec des armes, avec des tactiques qu'il va utiliser lors de l'assassinat, tout cela en août. Et puis, en cours de la planification, Zeitler et Cohen vont choisir de tendre une embuscade à Bernadotte sur une route étroite du quartier de Katamon, bloquant ainsi son véhicule avec une Jeep et puis de l'autre côté de la route, puis l'attaquant. Le 17 septembre 1948, Cohen et son équipe mettent leur plan à exécution. Comme prévu, ils placent une Jeep en travers de la route qui arrête le convoi de Bernadotte vers 17h. Moshe et Steinberg ouvrent ensuite le feu sur les pneus du véhicule de Bernadotte, tandis que Cohen, lui, tire à l'intérieur de la voiture avec une mitrailleuse, tuant Bernadotte ainsi que son assistant André Serrault. Après l'attaque, l'identité des assassins va rester floue pendant un certain temps. Diverses nations s'accusent mutuellement de complicité dans l'attaque, mais finalement, il est très clair que c'est le Lehi qui en est responsable. Bien que ça soit un secret de polichinelle au sein du Lehi et d'autres groupes armés que Cohen était derrière le meurtre, eh bien son rôle ne sera jamais rendu public pendant plus de 40 ans. Après cet assassinat, Cohen, lui, va se retrouver à Sde-Boker, dans le sud du pays, où il va être l'un des fondateurs du kibbutz en 1952. Et c'est en cet endroit que plus tard, David Ben Gurion viendra s'installer, l'ancien premier ministre d'Israël, en 1956. Et à Sde-Boker, Cohen va devenir le garde du corps officieux et confident de Ben Gurion. Et les deux seront très très proches. L'implication de Yehoshua Cohen dans l'assassinat de Bernadotte fera l'objet de rumeurs pendant très longtemps, mais ne sera jamais confirmée de son vivant. Entre autres, l'historien Michel Bar-Zohar va affirmer pendant de nombreuses années que Cohen avait avoué en privé son rôle dans l'attaque à Ben Gurion, mais Cohen n'a jamais répondu publiquement à ces affirmations. Cohen décède à Sde-Boker d'une crise cardiaque en 1986 à l'âge de 64 ans. Son rôle dans l'attaque est toujours un secret, et ce n'est que 2 ans plus tard que Yehoshua Zeitler et Meshulam Merkover, tous les deux qui avaient fait partie de la préparation de l'attaque, qui vont dire la vérité et dire que c'était Yehoshua Cohen qui a bien tiré sur Bernadotte. Voilà, c'est donc de cette histoire un peu particulière dont je vais vous parler ce matin. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire.